Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française en ce vendredi 6 mai 2022. La descente du président de la République à Farafenni, à la une de ce journal, de nombreuses infrastructures ont été réalisées à Farafenni, une preuve que les demandes de la population n'ont pas été oubliées. Parmi ces réalisations, la portion de route de la route nationale numéro 12, long de 22 km, qui a été entièrement goudronnée. Les locaux administratifs ont également été construits dans cette localité, d'après ce reportage de Judical Rangianirin et Indre Azanjaibé. Les usagers de cette route nationale numéro 12, longue de 22 km, reliant Wuipén et Farafenni, se réjouissent de sa réhabilitation. Si auparavant, il fallait 2 heures pour faire le trajet, actuellement, il n'en faut plus que 20 minutes. Sa réhabilitation facilite également le transport des marchandises d'après la population locale, ce qui impactera directement l'économie régionale. Le ministre des Travaux publics a souligné que l'État a procédé à un contrôle strict lors de la réhabilitation afin d'en assurer la meilleure qualité possible. La réhabilitation de cette route de Farafenni fait suite aux demandes de la population locale, d'où la promesse présidentielle et sa réalisation. Les locaux administratifs du ministère de la fonction publique dans la région sud-est et de la direction régionale de la sécurité publique ont également été inaugurés ce jour, toujours dans le cadre de la politique du rapprochement de la population. Mais avant de rejoindre Farafenni dans la région sud-est, le président de la République Malagasy s'est arrêté à Wuipén où il a inauguré le lycée Manara Pinch qui peut accueillir plus de 600 élèves. Toujours à Wuipén, le chef de l'État a également procédé à l'inauguration d'une route en pavé. Toujours un reportage de Judical Rangianirin et Indre Azanjaibé. Auparavant, étudier était une galère pour les lycéens de Wuipén vu l'état délabré des infrastructures. Le lycée avait été construit il y a plusieurs décennies. Par ailleurs, sa capacité d'accueil n'arrive plus à répondre aux demandes. Aujourd'hui, le nouveau lycée est opérationnel, lycée classé dans les catégories Manara Pinch et pouvant accueillir jusqu'à 600 élèves avec 12 salles de classe à raison de 50 élèves par classe. Ce nouveau lycée ouvrira ses portes dès l'année scolaire 2022-2023 d'après le directeur régional de l'éducation nationale. Nouvel établissement, nouveaux équipements, c'est l'image du nouveau lycée de Wuipén. Cet établissement résout les problèmes matériels, surtout en termes de nouvelles technologies, car les élèves se plaignaient de ne pas pouvoir accéder au NTIC. En effet, ce lycée dispose actuellement d'une salle informatique. C'est d'ailleurs le seul lycée à Wuipén qui est équipé d'ordinateurs portables et de tablettes numériques utilisées pour l'enseignement et les études. Par ailleurs, l'existence de laboratoires pour les pratiques est également une nouveauté dans ce lycée. Le président de la République a fait le défi de permettre aux élèves inscrits dans les établissements publics d'avoir les mêmes chances que ceux des établissements privés. Et l'aboutissement de ce projet de Wuipén a largement dépassé les défis. En effet, en 3 ans, 480 écoles Manara Pinch ont été construites dans tout Madagascar. Ce nouveau lycée de Wuipén est sans conteste une infrastructure de proximité, de même pour les routes en pavé construites au cœur de la ville pour améliorer le quotidien de la population. Lors de cette visite à Wuipén, le chef de l'État a également procédé à l'inauguration de cette infrastructure routière, infrastructure accueillie avec joie par une foule en liesse. Mais il est à présent clair que l'objectif du CCES, ou syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur à travers ces manifestations, est de bénéficier d'immunité, à l'instar de l'immunité parlementaire des députés et sénateurs. En effet, selon le président de la HCC, le projet de loi les concernant stipule que les membres du CCES ne peuvent être poursuivis, ce qui est contraire à la constitution malagasy et est donc anticonstitutionnel. Mais le CCES s'en sert actuellement comme moyen de pression et pour perturber l'enseignement supérieur d'après Sylvain et Secha Anjanabou. Le CCES cherche à instaurer un pouvoir au sein de l'État à travers ces manifestations. Dans ce cadre, ce dernier demande par un projet de loi à faire bénéficier à ses membres une immunité, à l'instar de celle dont bénéficient les députés et sénateurs. Ce qui contredit totalement la constitution malagasy d'après les explications du président de la HCC. Le projet de loi concernant ces derniers vise même à octroyer au président d'une université des pouvoirs similaires à celui d'un premier ministre, chef du gouvernement, et aussi à une autonomie incluant une gestion financière hors de la comptabilité publique. Plusieurs articles dans ce projet de loi sont anticonstitutionnels d'après les explications du président de la HCC, d'où le refus de son adoption par cette instance. Le CC cherche à faire pression à travers ces manifestations.
La question qui se pose à l'heure actuelle est la suivante. Ces intellectuels du pays ne connaissent-ils donc pas la constitution malagasy? Dans tous les cas, les étudiants et les personnels administratifs et techniques au sein de l'université sont les victimes de cette manière de faire de ces enseignants. L'effectif des avocats à Madagascar est insuffisant par rapport au nombre des tribunaux de première instance installés dans les chefs-lieux du district du pays selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Madagascar lors de la cérémonie de prestation de serment des avocats stagiaires ce jour à Anous. De ce fait, l'Ordre incite les nouveaux venus dans ce métier à exercer dans les régions n'ayant aucun de ses auxiliaires de justice qui y prêtent service. Djaran Djiamar nous en dit plus dans ce reportage. Au nombre de 1000 environ dans tout Madagascar, l'effectif des avocats membres du barreau de la Grande Île est fortement insuffisant. Ainsi, il existe des chefs-lieux de district où un tribunal de première instance est installé, mais où aucun avocat n'exerce, selon le président de l'Ordre des avocats ce jour, en marge de la cérémonie solennelle des prestations de serment des avocats stagiaires à Anous. En plus, environ 600 de ces auxiliaires de justice ont choisi de s'installer dans la capitale. De ce fait, l'Ordre des avocats octroie un budget spécial de première installation pour encourager les nouveaux venus à se décentraliser dans les régions. Durant la cérémonie d'aujourd'hui, le bâtonnier n'a pas manqué d'interpeller sur les cas d'intimidation ou de menaces envers les avocats afin de les pousser à abandonner la défense de leurs clients dans certaines affaires juridiques. Il a même précisé qu'un de leurs collègues a été menacé avec une arme à feu. Si de telles situations se reproduisent, l'Ordre des avocats portera plainte contre les auteurs de ces intimidations, a-t-il souligné. Questionné sur la lutte contre la corruption dans le domaine de la justice malagasy, le président de l'Ordre des avocats de Madagascar a affirmé que l'association qu'il préside a bel et bien une stratégie de lutte contre la corruption, mais une stratégie que le bâtonnier s'est refusé de révéler pour qu'elle ait plus d'efficacité. Et sur un tout autre sujet, le délai de paiement des frais d'administration minière sera élargi. Par ailleurs, une zone d'encadrement sera mise en place pour les petits exploitants miniers. C'est ce qu'a expliqué le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakut Malal Olivier ce jour. Ruth Christelle Rakut Malal. Il existe plus de 140 sites miniers illégaux à Madagascar et plus de 500 000 mineurs y travaillent selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakut Malal Olivier. En conséquence, ces mineurs ne bénéficient pas des avantages de ces exploitations. C'est précisément la raison pour laquelle le ministre des Mines et des Ressources stratégiques a avancé la mise en place d'une zone d'encadrement lors du Conseil des ministres. Selon ce dernier, les demandes proviendront des collectivités décentralisées telles que les communes, passeront par les directions régionaux des mines et passeront par le BCMM et le ministère central en vue de l'approbation officielle pour être pleinement légale. Il y aura une sensibilisation des groupes miniers ainsi que l'inspection des zones disponibles non minières telles que les zones protégées, les zones qui ont déjà un permis minier. Le ministère de tutelle aidera les groupes miniers en leur octroyant des conseils sur les points qu'ils doivent connaître en matière de protection de l'environnement, de techniques minières et de questions commerciales. Par ailleurs, un permis minier valide exige des frais annuels d'administration minière. Cette redevance qui est calculée à partir de la valeur de l'arrière par rapport au DTS ou droit de tirage spécial est limitée par l'État par décret. Afin d'aider ces exploitants miniers, la période pendant laquelle ils peuvent payer cette redevance a été prolongée jusqu'à la fin de l'année. Le ministre a également fourni des explications sur les bénéfices que pourra tirer l'État à travers la mise en place d'une réserve d'or. Et toujours dans ce cadre, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakut Malal Olivier, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de l'Inde, Abhay Kumar. La promotion de la coopération dans le domaine de l'exploitation minière ainsi que la transformation des pierres précieuses en bijoux a été au centre de leur discussion. L'ambassadeur indien a également indiqué que l'Inde peut octroyer des formations aux techniciens malagasy. L'ambassadeur a également profité de l'occasion pour offrir au ministre le livre qu'il a écrit sur Madagascar.
Tous les chefs-lieux de province de Madagascar ainsi que quelques régions bénéficieront de nouvelles villes selon le président Andjradzuil. Parmi elles, la province de Tuliar, dont l'élaboration du plan est déjà mise en œuvre par le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Dans la foulée, des logements sociaux seront également construits. Outre la nouvelle ville, la plage de Tuliar sera aménagée dans le cadre du projet Miami, d'après ce reportage de Natera Kutuma Venzararanjiansu. Une nouvelle ville sera également créée à Tuliar. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est actuellement en pleine élaboration des plans d'aménagement de cette nouvelle ville après avoir effectué une descente à Tuliar. Selon ce plan d'aménagement, la nouvelle ville sera construite dans le nord de la ville et sera reliée à la route nationale numéro 7. Le secrétariat d'État en charge de la nouvelle ville et de l'habitat affirme que le terrain domanial de 50 hectares à la sortie de l'aéroport inscrit au nom du ministère des Transports sera également aménagé par tous les ministères concernés pour la construction de diverses infrastructures qui constitueront la nouvelle ville. Le secrétariat d'État se chargera du plan général de cette nouvelle ville qui sera constitué de logements sociaux, d'une nouvelle gare routière, de stations-service, d'un parquage de camions et bien d'autres infrastructures. L'objectif est de désengorger la ville de Tuliar qui est déjà saturée actuellement. Outre la nouvelle ville, la plage de Tuliar sera également aménagée en Miami. Depuis le jardin de la mer jusqu'au port de pirogue, Seranandak. Longue de plus de 500 mètres, cette plage sera aménagée pour être reliée avec les autres infrastructures sportives déjà en cours, notamment le grand gymnase de 5000 places et la piscine olympique. D'autres infrastructures seront également réhabilitées, comme le bazar de Filumb, qui sera aménagé pour faciliter l'accès à la plage. 3 grands jetées seront construites pour relier la plage à Indabouy. L'État malagasy est en passe d'être indépendant en termes de manipulation des logiciels et de télécommunications au niveau des fonctions publiques. L'objectif est de réduire les dépenses tout en améliorant la protection des données selon le ministre de la Poste et des Télécommunications. Les techniciens malagasy formés dans ce sens se chargeront donc du côté technique de ce projet. Andoniana Martina et Nzararanjiansu. L'État malagasy, grâce au projet du renouvellement du monde numérique, ne sera désormais plus dépendant des sociétés de télécommunications dans la manipulation des logiciels nécessaires aux fonctions publiques et à la protection des archives et des données. 51 techniciens fonctionnaires malagasy ont été formés dans ce sens, une formation qui s'est achevée hier. Ce projet va non seulement renouveler le secteur numérique à Madagascar, mais permettra surtout de réduire les dépenses d'après les explications du ministère du Développement numérique, de la Poste et des Télécommunications. À titre de rappel, l'État malagasy dispose déjà d'un centre de données ou data center pour stocker les données, archives et les identités de chaque citoyen, mais également pour gérer les logiciels relatifs aux fonctions publiques. Ce projet est le fruit d'une collaboration du ministère du Développement numérique, de la Poste et des Télécommunications avec une entreprise privée opérant à Madagascar. La présence de 2 essaims de criquets a été constatée ce matin vers 9 h dans la région Bouéni. D'après les sources émanant de la gendarmerie locale, près de 10 hectares sont touchés par cette invasion acridienne dans le Fuktan d'Atanambao, Bemiki, commune rurale à Kazumbourn, district de Marvoy, et 3 hectares dans le Fuktan Ambalabé, Befanzav, district Mahadzanga 2. Ces essaims envahissent des champs de culture de riz et de manioc. D'après toujours les rapports, les dégâts ne peuvent pas encore être évalués. L'ambassade de la République populaire de Chine ne cesse de renforcer ses relations avec Madagascar. Hier, l'ambassadeur de Chine à Madagascar a procédé à l'inauguration de la nouvelle salle de lecture à Swavmbaok. D'après les explications, cette salle de lecture flambant neuve sera également ouverte aux élèves non inscrits dans cette école mais intéressés par la culture et la langue chinoise. D'après Mirvulatsfer et Odon Ranjiani. Cette école Sisa Swavmbaok est la première à suivre le programme chinois à Madagascar et plus de 1000 élèves y apprennent le chinois.
Cet établissement travaille en étroite collaboration avec le gouvernement chinois. Pour renforcer davantage cette collaboration, l'ambassadeur de Chine à Madagascar a assisté à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle salle de lecture implantée au sein de cette école. Cette nouvelle bibliothèque est entièrement dédiée à la culture et à la langue chinoise. Et d'après les explications de la présidente directeur générale de cet établissement, la nouvelle salle de lecture est ouverte à tous les élèves qui désirent se familiariser avec la langue chinoise. L'ambassade de Chine à Madagascar a également apporté son soutien à cette salle de lecture en faisant don de près de 3000 livres en langue chinoise et bilingue chino-français. Dans son discours, en rappelant le rôle clé de la lecture dans l'éducation, l'ambassadeur Guo Xiaomi a encouragé les élèves malagasy à prendre plaisir à la lecture, à acquérir de nouvelles connaissances et à élargir leur vision dans cette bibliothèque. Et sur le plan sportif, 33 universités privées et publiques participeront à la compétition de basketball de l'enseignement supérieur ou SMACHIN pour cette 9e édition qui se tiendra du 8 au 15 mai au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasn. Les règles du jeu ont connu divers changements pour cette année, d'après le reportage d'Andarazanarvé, Louira Dormanazatouf. Après 2 années consécutives sans SMACHIN, cette compétition de basketball de l'enseignement supérieur revient cette année pour sa 9e édition. Les règles du jeu ont connu des changements au niveau de la sélection pour cette année. Les organisateurs seront stricts, notamment sur le fait que les joueurs doivent obligatoirement être des étudiants au sein des universités. Le SMACHIN comprend 2 catégories, celle féminine et celle masculine. La catégorie masculine sera constituée de 32 équipes et la féminine 13. Le tirage au sort pour la répartition des poules a déjà été effectué. Et concernant les actualités internationales de ce jour, la Russie a annoncé mercredi que ses forces allaient cesser le feu sur la Syrie d'Azovstal dans le port ukrainien de Mariupol et ouvrir un couloir humanitaire pendant 3 jours à partir de jeudi pour évacuer des civils. Mais le cessez-le-feu n'a pas tenu et des combats sanglants font rage dans l'usine d'Azovstal. Selon plusieurs sources concordantes, les évacuations des civils déjà très partielles sont encore fragilisées par ces combats, d'après ce reportage de France 24. À Mariupol, le cessez-le-feu décrété par les Russes n'a pas tenu. Le bataillon Azov évoque des combats sanglants à l'intérieur même de l'usine où le convoi humanitaire devait arriver. Actuellement, les bombardements russes et l'assaut d'Azovstal ne s'arrêtent pas, mais les civils doivent encore être sortis, femmes, enfants, beaucoup d'enfants qui sont toujours là. Imaginez juste cet enfer. Des accusations démenties fermement par le Kremlin. Notre président et commandant suprême, le président Poutine, a donné l'ordre publiquement de ne pas lancer l'assaut sur l'usine Azovstal. Aucun autre ordre n'a été donné. De son côté, Vladimir Poutine déclarait jeudi soir que l'armée russe était toujours prête à assurer l'évacuation des civils. Il serait encore 200 réfugiés dans le complexe avec des combattants ukrainiens. Pour les mettre à l'abri, les Nations Unies maintiennent leurs efforts. À l'heure où nous parlons, un convoi est en route pour arriver à Azovstal d'ici demain matin. Dévasté par 2 mois de siège et de bombardements intenses, Mariupol est un symbole. Selon les renseignements ukrainiens, le Kremlin souhaiterait y célébrer la date anniversaire de sa victoire face à l'Allemagne nazie, le 9 mai prochain. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi que le Covid-19 avait fait 13 à 17 millions de victimes jusqu'à la fin de l'année 2021. Dans son calcul, l'OMS intègre les décès provoqués par la maladie, mais aussi ceux qui sont liés aux conséquences de la pandémie. Toujours un reportage de France 24. Des chiffres totalement sous-estimés. Voilà le constat fait par l'OMS sur le nombre de morts dus au Covid-19. Le bilan officiel au 31 décembre 2021 était de près de 5,5 millions de décès dans le monde. Il y en aurait 3 fois plus. Au niveau mondial, nous estimons à 14 900 000 le nombre de décès supplémentaires associés à la pandémie de Covid-19,
à la date du 31 décembre 2021. La plupart des décès excédentaires, soit 84%, sont concentrés en Asie du Sud, en Europe et dans les Amériques. Pour en arriver à ce bilan, l'OMS a tenté de calculer la surmortalité dans le monde en faisant la différence entre le nombre de décès réels et le nombre de décès qu'on estime sans pandémie. Au total, 10 pays représenteraient près de 70% du total de cette surmortalité, avec en tête le Brésil, l'Égypte, puis l'Inde. New Delhi dénonce les chiffres de l'OMS 9 fois plus élevés que les statistiques officielles, mais l'Organisation mondiale défend son mode de calcul. Nous devons avoir le réel bilan de la pandémie. Et la surmortalité nous permet de connaître son impact réel. C'est important que les responsables politiques utilisent ces informations pour avoir dans le futur les meilleures solutions possibles. L'OMS a appelé l'ensemble des pays du monde à mettre en place des systèmes d'information sanitaire plus solides. Aujourd'hui, 6 décès sur 10 ne seraient pas enregistrés au niveau mondial. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités. Passez une excellente soirée sur Viva.